Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaye maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète, parce que, même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. En ce qui te concerne, les choses se sont présentées très simplement, du moins pour ce que tu en as dit devant moi, et sans discrimination devant beaucoup d'autres personnes. Tu voyais cela à peu près de la façon suivante. Tu as travaillé durement toute ta vie. Tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. En conséquence, j'ai mené la grande vie. J'ai eu liberté entière d'apprendre ce que je voulais. J'ai été préservée des soucis matériels, donc je n'ai pas eu de soucis du tout. Tu n'as exigé aucune reconnaissance en échange. Tu connais la gratitude des enfants, mais tu attendais au moins un peu de prévenance, un signe de sympathie, au lieu de quoi je t'ai fui depuis toujours pour chercher refuge dans ma chambre, auprès de mes livres, auprès d'amis fous ou d'idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais allée te trouver au temple. Je n'ai jamais été te voir à Franzensbad. D'une manière générale, je n'ai jamais eu l'esprit de famille. Je ne me suis jamais souciée ni de ton commerce, ni de tes autres affaires. J'ai soutenu Otla dans son entêtement, et, tandis que je ne remets pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il s'ensuit que ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce ne soit celui d'avoir été trop bon pour moi. Cette description dont tu uses communément, je ne la tiens pour exacte que dans la mesure où je te crois, moi aussi, absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, il nous serait possible d'avoir, je ne dis pas une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour cela, mais une espèce de paix, d'arriver non pas à une suspension, mais à un adoucissement de tes éternels reproches. Chose singulière, tu as une sorte de pressentiment de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit récemment « Je t'ai toujours aimé et, quand même, je ne me serais pas comporté extérieurement avec toi comme d'autres pères ont coutume de le faire, justement parce que je ne peux pas feindre comme d'autres. Or, père, je n'ai jamais, dans l'ensemble, douté de ta bonté à mon égard,
mais je considère cette remarque comme inexacte. Tu ne peux pas feindre, c'est juste, mais affirmer pour cette unique raison que les autres pères le font, ou bien relève de la pure chicane, ce qui interdit de continuer la discussion, ou bien, et selon moi c'est le cas, exprime de façon voilée le fait qu'il y a quelque chose d'anormal entre nous, quelque chose que tu as contribué à provoquer, mais sans qu'il y ait de ta faute. Si c'est vraiment cela que tu penses, nous sommes d'accord. Je ne dis pas, naturellement, que ton action sur moi soit seule cause de ce que je suis devenue. Ce serait exagéré, et je tombe même dans cette exagération. Quand j'aurais été élevée absolument à l'écart de ton influence, il est fort possible que je n'eusse pu devenir un homme selon ton cœur. Sans doute aurais-je tout de même été un être faible, anxieux, hésitant, inquiet. Ni un Robert Kafka, ni un Karl Hermann, mais j'aurais cependant été tout autre, et nous aurions parfaitement pu nous entendre. J'aurais été heureux de t'avoir comme ami, comme chef, comme oncle, comme grand-père, même encore qu'avec plus d'hésitation, comme beau-père. Mais comme père, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères sont morts en bas âge, que mes sœurs ne sont nées que bien plus tard, et que, en conséquence, j'ai dû soutenir seule un premier choc pour lequel j'étais beaucoup trop faible. Fais une comparaison entre nous. Moi, en abrégeant beaucoup, un Lowy, avec un certain fond Kafka, qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon Lovy, dont l'action plus secrète, plus timide, s'exerce dans une autre direction, et souvent même cesse tout à fait. Toi, en revanche, un vrai Kafka, par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, le don d'élocution, le contentement de soi-même, le sentiment d'être supérieur au monde, la ténacité, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine générosité, tout cela bien entendu avec les défauts et les faiblesses que comportent ces qualités et dans lesquelles tu es rejeté par ton tempérament et souvent par tes excès de colère. Peut-être n'es-tu pas entièrement Kafka dans ta manière générale de voir, pour autant que je puisse te comparer à l'oncle Philippe, à Ludwig et à Heinrich. C'est étrange, ici non plus, je ne vois pas très clair. Il est certain qu'ils étaient tous plus gais, plus alertes, moins contraints, plus sociables, moins sévères que toi. En cela d'ailleurs, je tiens beaucoup de toi et j'ai beaucoup trop bien géré l'héritage, sans toutefois que ma constitution possédât les contrepoints nécessaires dont tu disposes. Mais d'autre part, il se peut que tu aies connu des époques différentes sous ce rapport. Tu étais peut-être plus gai avant d'avoir été déçu et accablé par tes enfants à la maison. Quand il y avait des étrangers, en effet, tu n'étais plus le même. Et il se peut que tu le sois davantage depuis que tes petits-enfants et ton gendre t'apportent un peu de cette chaleur que tes propres enfants, à part Vali peut-être, ne pouvaient pas te donner. En tout cas, nous étions si différents et si dangereux l'un pour l'autre du fait de cette différence que, si l'on avait voulu prévoir comment nous allions, moi l'enfant, se développant lentement, et toi, l'homme fait, nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais me réduire en poussière et qu'il ne resterait rien de moi. Or, cela ne s'est pas produit.
Les choses vivantes ne se calculent pas à l'avance. Mais il s'est produit quelque chose de plus grave peut-être. En disant cela, je te prie instamment de ne pas oublier que je ne crois pas le moins du monde à une faute de ta part. Tu as agi sur moi comme il te fallait agir, mais il faut que tu cesses de voir une méchanceté particulière de ma part dans le fait que j'ai succombé à cette action. J'étais un enfant craintif, ce qui ne m'empêchait pas d'être têtu comme le sont les enfants. Il est certain aussi que ma mère me gâtait, mais je ne puis pas croire que j'ai été un enfant particulièrement difficile à mener. Je ne puis pas croire qu'on eût pu obtenir tout ce qu'on voulait de moi en me parlant sur un ton affectueux, en me prenant posément par la main, en me regardant avec bonté. Or, tu es bien au fond un homme bon et tendre. Ce qui suit n'y contredira pas, car je parle uniquement de l'apparence que tu prenais aux yeux de l'enfant quand tu agissais sur lui. Mais tous les enfants n'ont pas la persévérance et l'audace de chercher aussi longtemps qu'il faut pour arriver à la bonté. Tu ne peux traiter un enfant que selon ta nature, c'est-à-dire en recourant à la force, au bruit, à la colère, ce qui, par-dessus le marché, te paraissait tout à fait approprié dans mon cas, puisque tu voulais faire de moi un garçon plein de force et de courage. Aujourd'hui, je ne peux évidemment pas décrire de façon immédiate tes méthodes d'éducation au cours des toutes premières années, mais je peux assez bien les imaginer en les déduisant de ce qu'elles ont été plus tard, ainsi que de la façon dont tu traites Félix. À quoi il convient d'ajouter cette circonstance aggravante que tu étais, à l'époque, plus jeune, donc plus alerte, plus violent, plus spontané, encore plus insouciant qu'aujourd'hui, que tu étais en outre totalement pris par ton commerce, et que te montrant à peine une fois par jour, tu faisais sur moi une impression d'autant plus profonde qu'elle était rare, et que l'habitude ne risquait guère de l'affaiblir. De mes premières années, je ne me rappelle qu'un incident. Peut-être t'en souvient-il aussi. Une nuit, je ne cessais de pleurnicher en réclamant de l'eau. Non pas assurément parce que j'avais soif, mais en partie pour vous irriter, en partie pour me distraire. De violentes menaces répétées plusieurs fois étaient restées sans effet. Tu me sortis du lit, me portas sur le paulage et m'y laissa un moment seul en chemise, debout devant la porte fermée. Je ne prétends pas que ce fût une erreur. Peut-être t'était-il impossible alors d'assurer le repos de tes nuits par un autre moyen. Je veux simplement, en le rappelant, caractériser tes méthodes d'éducation et leur effet sur moi. Il est probable que cela a suffi à me rendre obéissant par la suite, mais intérieurement, cela m'a causé un préjudice. Conformément à ma nature, je n'ai jamais pu établir de relation exacte entre le fait tout naturel pour moi de demander de l'eau sans raison et celui particulièrement terrible d'être porté dehors. Bien des années après, je souffrais encore à la pensée douloureuse que cet homme gigantesque, mon père, l'ultime instance, pouvait presque sans motif me sortir du lit la nuit pour me porter sur la paulage, prouvant par là à quel point j'étais nulle à ses yeux. À cette époque, ce n'était qu'un modeste début, mais ce sentiment de nullité qui s'empare si souvent de moi, sentiment qui peut être aussi noble et fécond sous d'autres rapports, il est vrai, tient pour beaucoup à ton influence.
il m'aurait fallu un peu d'encouragement, un peu de gentillesse. J'aurais eu besoin qu'on dégageât un peu mon chemin, au lieu de quoi tu me le bouches, dans l'intention louable, certes, de m'en faire prendre un autre. Mais à cet égard, je n'étais bon à rien. Tu m'encourageais, par exemple, quand je marchais au pas et saluais bien. Mais je n'étais pas un futur soldat. Ou bien tu m'encourageais quand je parvenais à manger copieusement, ou même à boire de la bière, quand je répétais des chansons que je ne comprenais pas, ou rabâchais tes phrases favorites. Mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. Et il est significatif qu'aujourd'hui encore, tu ne m'encourages que dans les choses qui te touchent personnellement. Quand ton sentiment de ta valeur est en cause, soit que je le blesse, par exemple par mon projet de mariage, soit qu'il se trouve blessé à travers moi, par exemple quand Pépa m'insulte. C'est alors que tu m'encourages, que tu me rappelles ma valeur et les parties auxquelles je serais en droit de prétendre, que tu condamnes entièrement, Pépa. Mais sans parler du fait que mon âge actuel me rend déjà presque inaccessible à l'encouragement, à quoi pourrait-il me servir s'il n'apparaît que là où il ne s'agit pas de moi en premier lieu? Autrefois, j'aurais eu besoin d'encouragement en toutes circonstances, car j'étais déjà écrasée par la simple existence de ton corps. Il me souvient par exemple que nous nous déshabillions souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, chétif, étroit. Toi, fort, grand, large. Déjà dans la cabine, je me trouvais lamentable. Et non seulement en face de toi, mais en face du monde entier. Car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Mais quand nous sortions de la cabine et nous trouvions devant les gens, moi, te tenant par la main, petite carcasse, pieds nus vacillant sur les planches, ayant peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de natation que, dans une bonne intention, certes, mais à ma grande honte, tu ne cessais littéralement pas de me montrer. J'étais très désespérée, et, à de tels moments, mes tristes expériences dans tous les domaines s'accordaient de façon grandiose. Là où j'étais encore le plus à l'aise, c'est quand il t'arrivait de te déshabiller le premier et que je pouvais rester seule dans la cabine pour retarder la honte de mon apparition publique, jusqu'au moment où tu venais voir ce que je devenais et où tu me poussais dehors. Je t'étais reconnaissant de ce que tu ne semblais pas remarquer ma détresse. Et d'autre part, j'étais fière du corps de mon père. Il subsiste d'ailleurs aujourd'hui encore une différence de ce genre entre nous.